Le Soldat, une fanfiction Harry Potter écrite par Snake BZH. Disclaimer. Cette fiction est une fanfiction qui s'inspire de l'œuvre de J.K. Rowling, Harry Potter. Tous les personnages issus de ces romans lui appartiennent, tout comme l'univers. Seuls les personnages originaux et le récit sont de moi. C'est une petite fanfiction sans prétention que j'ai écrite en parallèle de mes autres plus importantes à mes yeux. C'était pour me détendre. C'est pourquoi elle est courte et qu'il s'agit d'un one-shot. Et c'est aussi la raison pour laquelle le récit est moins abouti et réfléchi que mes fanfictions appartenant à la collection Dark World. Cette fiction mêle le monde militaire moldu au monde des sorciers. Connaissant relativement bien ce domaine, j'ai essayé d'être réaliste. Mais cela reste une œuvre de fiction, donc il y a des choses qui ne se feraient jamais dans le domaine militaire. Ceux qui connaissent aussi bien, voire mieux ce domaine, me pardonneront, je l'espère, ces écarts. Bonne lecture, Snake BZH. Chapitre 1. Quelque part sur cette terre. Une nuit verte. C'est ainsi qu'il voyait le monde à travers son monoculaire de vision nocturne. Tout était d'un vert lumineux et légèrement maladif. Les pierres, les arbres, les murs, les maisons. Même les animaux étaient parés de cette couleur étrange. Pourquoi cette couleur? Pour intensifier la lumière stellaire et lunaire? Il le savait, parce que le vert est la couleur que l'œil humain voit le plus distinctement dans l'obscurité, et qu'ainsi, la luminosité produite par la lunette pouvait être réduite au minimum. Ainsi, moins de chances d'être repéré par l'ennemi. L'ennemi. Le sergent Stephen Wright le combattait depuis maintenant 5 ans. Cet ennemi ne lui avait rien fait en particulier, mais c'était son métier, obéir. Ses supérieurs avaient dit « Va là-bas et tue notre ennemi ». Pas avec ces mots-là, mais qu'importe, il était parti sans se poser de questions. Et depuis, il tuait les ennemis de son pays. Il revenait souvent chez lui, mais même ce foyer lui semblait de plus en plus éloigné. Finalement, avec le temps, le champ de bataille était devenu son foyer. Cela faisait 3 ans qu'il n'avait plus de contact avec ses amis. Son seul ami restait cette masse de métal et de plastique qu'il tenait dans ses mains. Un fusil d'assaut M4, calibre 5,56 mm. Une arme courte mais efficace, dotée d'un chargeur de 30 cartouches. Il était surmonté d'un accessoire d'aide à la visée de jour, ou M-point, un simple point rouge, mais qui lui assurait quasiment de toucher sa cible à chaque coup. Pour tirer de nuit, un autre appareil produisait, sous la simple pression d'un de ses doigts, sur un bouton, un rayon laser infrarouge, invisible à l'œil nu. Mais sa monoculaire d'intensification de lumière lui permettait de le voir. Le laser désignait le point touché. D'autres amis étaient répartis sur son gilet de combat, des grenades à main et un MEU SOC pistol, un pistolet de 9 mm efficace à courte et moyenne distance de combat. Un poignard dans le genre poignard de plongée à lame noircie par sablage y était également accroché, prêt à servir. Le sergent Stephen Wright commandait une équipe des forces spéciales. Ils étaient les humains les plus proches de lui. Tous étaient rompus à diverses techniques de combat et aptes à remplir diverses missions. Le plus souvent, les missions que lui confiait l'état-major demandaient discrétion et efficacité. Et ce soir-là, quelque part sur cette terre, il devait s'infiltrer près d'un village où était censé se cacher un grand chef ennemi. Leur mission était de vérifier l'information. Si l'info était vérifiée, les têtes pensantes choisiraient une méthode d'élimination parmi toutes celles qui s'offraient à eux. Missiles tirés d'un avion à haute altitude, attaque à la roquette par un hélicoptère, ou encore ordonner à l'équipe de Wright de s'en charger. Dans ce cas, c'est à Wright que plusieurs choix s'ouvriraient. Le village était tranquille. Il faudrait sûrement attendre plusieurs heures. En attendant, ces hommes et lui se reposeraient à tour de rôle. La marche avait été longue et éreintante.
Quand ce fut son tour de se reposer, le sergent Stephen Wright trouva la position la moins inconfortable et réussit à s'endormir, son M4 toujours dans les bras, la main sur la poignée pistolet. Depuis quelque temps, Stephen Wright faisait des rêves étranges. Il se trouvait dans un pays qu'il ne connaissait pas. Il marchait, sans armes. Pourtant, il ne se sentait pas en danger ni amoindri. Le soleil était éclatant. Il marchait dans un champ en jachère, puis il s'arrêtait. Devant lui, une silhouette gracile lui tournait le dos. La silhouette était habillée d'une belle robe blanche d'été dont les plis ondulaient sous le vent. Il n'arrivait pas à distinguer le haut de la silhouette. Il ne pouvait que deviner de longs cheveux portés par le vent. Il ne parvenait pas à en voir la couleur. La silhouette se tournait vers lui. Il ne pouvait que deviner un sourire. Et c'était toujours à ce moment-là qu'il se réveillait. « Sergent !» fit un homme en le remuant doucement. « Sergent, il y a du mouvement. » Stephen Wright acquiesça et se releva. Il rabattit sa monoculaire en position d'utilisation et passa discrètement la tête au-dessus de la bosse derrière laquelle ils étaient cachés. À une 50aine de mètres d'eux, dans le village, une dizaine d'hommes se déplaçaient. Ils étaient tous armés de fusils d'assaut AK-47, l'arme la plus répandue dans le monde. Une arme, pas de toute jeunesse, mais terriblement efficace et infatigable. Une arme d'un calibre 7,62 mm. Certains avaient des RPK, des mitrailleuses lourdes. D'autres encore arboraient des RPG-7, des lance-roquettes anti-chars. Ils n'avaient pas d'uniforme. Ce n'étaient pas des soldats d'une quelconque armée régulière. D'ailleurs, leur technique de guerre n'avait rien de conventionnel. « Y a-t-il la cible ?» demanda Wright. « Je crois que je l'ai repéré. À 1 heure, près de l'angle de la maison, » indiqua un des soldats. « C'est bien lui, » confirma le sergent. « Nielsen, transmets au QG que la cible est bien là. »« Roger. » La réponse mit 20 minutes à arriver. Durant tout ce temps, les soldats n'avaient pas relâché leur attention. Nielsen vint apporter le terminal tactique à son chef d'équipe pour qu'il puisse voir les ordres du commandement. Les ordres étaient d'éliminer la cible. « Bien, écoutez-moi, fit-il. La cible est entrée dans la 2e maison à partir du côté ouest du village. Il y a une petite porte face nord et une face sud. Il y a des ennemis éparpillés dans le village, dans les maisons ou à l'extérieur. On se divise en 2 groupes. Setzer et Brian, avec moi, Nielsen et Nilam, vous trouvez une position de tir pour couvrir notre progression. Ne tirez qu'en dernier recours ou sur mon ordre. Une fois la cible éliminée, Nielsen et Nilam, vous couvrez notre retraite. On se retrouve dans la direction nord-ouest, à 500 mètres du village. Des questions ? Alors au travail. » Nielsen et Nilam se mirent en position. Nilam possédait un fusil de précision d'une portée de tir efficace de 600 mètres, en plein jour. Mais dans ces conditions, même de nuit, le tir demeurait facile pour lui. Le plus important était de ne pas tirer sur ses camarades. Pour cela, ils portaient tous sur leur casque un appareil les signalant par un flash lumineux. Un filtre infrarouge permettait de ne pas être vu de l'ennemi. Toujours le même principe. Stephen Wright ne parlait plus. Chacun de ces hommes connaissait son travail sur le bout des doigts. S'il avait un ordre à donner, cela se faisait au geste. Le moindre bruit pouvait éveiller les soupçons, et une voix dans une langue étrangère était facilement repérable à n'importe quelle oreille. Les 3 militaires pénétrèrent dans le village. Ils évitaient les passages à risque, et ils n'avaient qu'une seule cible. Ils parvinrent à se glisser sans être repérés jusqu'à la maison où s'était réfugiée la cible. Pour éviter certains ennemis, ils pouvaient heureusement compter sur l'observation des hommes postés en appui. Pour entrer dans la maison, plusieurs solutions. Wright choisit la plus discrète. Il laissa ses 2 hommes en couverture, à l'extérieur, et entra à l'intérieur par une fenêtre. La première pièce n'était occupée que par un homme. Il n'était pas la cible. Malgré tout, arrivé à ce stade, Stephen Wright ne pouvait le laisser vivre. C'était risqué qu'il se réveille et qu'il donne l'alerte. Le sergent se positionna au-dessus de lui, poignard à la main, et il plaqua une main sur sa bouche. L'ennemi se réveilla tout de suite, mais la lame pénétra dans sa gorge. Le sergent le maintint jusqu'à ce qu'il cesse de bouger. Il essuya son couteau sur les vêtements du cadavre. Il poussa doucement la porte donnant sur l'autre pièce, l'oreille aux aguets, le moindre grincement des gonds
pouvait être fatale. De nouveau, un seul homme. Un seul homme dans une si grande pièce. Normal, il s'agissait de la cible. Son rang lui autorisait ce genre de privilège. Wright scruta quand même le moindre recoin. De nouveau, il s'approcha de l'homme endormi. Il prépara son couteau. Le même geste, précis, chirurgical. La mission était accomplie. Restait à s'exfiltrer de la zone. Un grincement attira son attention. Il se retourna en épaulant son arme. Il fut un instant aveuglé par la lumière venant de la pièce qui venait de s'ouvrir. Il devina une silhouette sombre dans l'embrasure. Trop petite pour un adulte. Lorsqu'il put enfin identifier clairement celui qui venait d'entrer, il retira immédiatement son doigt de la queue de détente. Un enfant. Le gamin le regardait avec des yeux ronds, puis son regard se porta sur le cadavre sanguinolent. Steven savait ce qui allait se passer. Il n'avait qu'une chose à faire pour l'empêcher, mais même ses années de guerre ne lui avaient pas appris à tirer sur un enfant. Il préféra se précipiter par le chemin par lequel il était venu, avant que l'enfant ne hurle. Il atteignit à peine la fenêtre quand le hurlement résonna. Aussitôt, tous les combattants du village s'agitèrent. La plupart venaient vers la maison. Une pétarade éclata. Des éclats de murs sautèrent au visage de Wright. Sans réfléchir, il se retourna vers la porte qu'il venait de passer et tira 2 coups. Les balles touchèrent à la poitrine et au visage. Un autre homme s'avança, il fut reçu par un autre tir. Wright n'attendit pas qu'un autre arrive. Il passa prestement la fenêtre. Dehors, ces hommes tiraient de tous les côtés. « On décroche !» lança Wright. Les hommes de Wright coururent vers l'extérieur du village. De sa position de tir, Nilam descendit plusieurs combattants. One shot, one kill. Wright se retourna pour appuyer la sortie de Setzer et Brian. Il se saisit d'une grenade, la dégoupilla et la lança. Quand elle explosa, un ennemi blasté vacilla. Il fut éliminé par 2 balles dans la tête. « On se magne !» cria le sergent sans cesser de tirer. Ses hommes le passèrent. Le dernier lui tapota sur l'épaule pour lui dire que c'était bon. Il ne pouvait pas bouger tout de suite. Il devait attendre qu'il se mette en appui. « Ok !» hurla un soldat. Wright se releva et se mit à courir. Il ne vit qu'au dernier moment l'ennemi épauler son RPG-7. Il aligna ses éléments de visée sur lui, mais quand il tira, la roquette était déjà partie. La balle toucha sa cible en plein cœur. La roquette explosa à 2 mètres à peine du sergent. Il s'effondra immédiatement, un horrible sifflement dans les oreilles. Puis, plus rien. Quand il reprit ses esprits, ce qui frappa le plus Steven Wright, c'était le silence. Un silence absolu. Seulement perturbé par un léger vent frais. Il sentait la froideur de la pierre sous sa tête. Il bougea ses mains et put ainsi vérifier qu'il avait encore ses armes. Ce fut lorsqu'il ouvrit les yeux qu'il se rendit compte qu'il n'était plus du tout au même endroit. Au lieu de la campagne, du pays en guerre où il pensait être, il se trouvait dans un couloir. Le sol, les murs et les plafonds étaient de pierre grise et froide. Le plafond était en alcôve, on aurait dit un château médiéval. Soudain, un bruit de pas précipité. Quelqu'un courait dans sa direction. Il se releva et se cacha derrière une colonne. Les pas se rapprochaient. Il put facilement évaluer la distance, et lorsqu'il jugea que cette personne était assez près, il surgit de sa cachette, son arme en position de tir. Une silhouette sombre lui faisait face, arrêtée en plein élan par cette apparition soudaine. Chapitre 2. La fille aux cheveux roux. D'un geste vif, Steven Wright rabattit sa monoculaire en position d'utilisation. Il put ainsi discerner le visage de la silhouette. C'était une magnifique jeune femme. Elle ne devait pas avoir plus de 18 ans. Il devina des taches de rousseur, et en déduit qu'elle devait être rousse. Ses longs cheveux descendaient en dessous de ses épaules. Son visage était marqué par l'inquiétude et la surprise. Au bout de quelques secondes, elle se mit à regarder le canon pointé sur son visage avec curiosité. Mais d'autres pas se firent entendre, et l'inquiétude revint. La jeune femme tourna la tête vers l'origine des pas approchant. Quand elle se tourna de nouveau vers le sergent, celui-ci devina la peur dans ses yeux. Cette femme fuyait. Il n'avait pas le temps de réfléchir, et il devait prendre une décision rapidement. Il baissa son arme et tira la jeune femme dans le même coin sombre où il s'était caché plus tôt. Il dut se coller à elle pour espérer passer inaperçu.
Il sentit ainsi son doux parfum, une douce fragrance de chèvrefeuille. Il n'eut pas besoin de la bâillonner de sa main, elle avait l'air de comprendre qu'elle devait se taire. D'après le nombre de pieds qu'il entendit claquer sur le sol de pierre, Stephen Wright estima qu'ils étaient deux, et ils se déplaçaient assez lentement, malgré le fait qu'ils couraient. Ils devaient certainement faire un certain poids. Il les entendit ralentir et reprendre bruyamment leur souffle. « Où elle est partie, cette salope ?» fit un des poursuivants entre deux inspirations. Je ne sais pas, Répondit l'autre. mais si on ne la récupère pas, Drago va nous faire souffrir. Ced Weasley. Pourquoi elle l'obsède? Elle l'excite ou quoi? Tu comprends rien à rien, toi. C'est une vengeance. Contre qui? Potter. Mais il est mort il y a 2 ans. Oui, mais Drago aurait préféré le tuer lui-même. En s'en prenant à la copine de Potter, il se venge de toutes les humiliations qu'il a subies par sa faute. Il devrait nous laisser nous amuser avec elle aussi alors. Nous aussi, on en a bavé avec Saint Potter. Personnellement, les traîtres à leur sang ne m'excitent pas. Allez, on continue, Crabbe. J'ai faim. Les deux hommes passèrent devant la cachette sans même lancer un regard vers le coin sombre. Les habits que portaient les deux hommes surprirent le sergent. Des robes, comme des robes d'avocat. Il lui sembla qu'ils tenaient chacun un morceau de bois d'une trentaine de centimètres relativement fin dans leurs mains. Lorsqu'ils furent assez loin, Stephen fit comprendre à la jeune femme de ne pas bouger. Il s'avança à tâtons dans le couloir, prêt à monter son arme en position de tir. « Ils sont partis, dit-il quand il fut sûr. Où sommes-nous ? Écoutez, Répondit la jeune femme. je ne sais pas qui vous êtes, mais avant de répondre à la moindre question, nous devons partir d'ici. Sinon, ils vont finir par nous retrouver. Par où ? En temps normal, il n'aurait pas posé ce genre de questions. Mais la situation n'avait rien de normal. Il devait savoir où il se trouvait et comment rejoindre ces hommes. Si ça se trouve, ils étaient là aussi. La jeune femme l'invita à le suivre. Stephen resta tout de même aux aguets. En suivant la femme, il remarqua qu'il se trouvait véritablement dans un château. La femme le guida jusqu'à une statue représentant une femme borgne et bossue. Elle sembla chuchoter quelque chose à l'oreille de la statue. Sans aucun mécanisme apparent, la statue pivota, laissant apparaître un passage. Stephen lança un dernier regard dans le couloir avant de suivre la femme dans le tunnel. Il y faisait si noir que sa lunette de vision nocturne ne put rien déceler toute seule. Il alluma sa lampe équipée d'un filtre infrarouge pour pouvoir voir. La femme marchait en tâtonnant, trébuchant souvent. Il l'arrêta et passa devant. Il lui indiqua la moindre irrégularité du sol ou du plafond. Le tunnel débouchait sur une trappe. Stephen l'ouvrit et inspecta la pièce. Il y avait partout des tonneaux et des caisses. On aurait dit la réserve d'un magasin. Il n'y avait pas de fenêtre, ce devait être une cave. Une fois que la femme sortit du tunnel, elle referma le passage et reprit la tête. Ils montèrent un escalier de bois, les menant derrière un comptoir. C'était bien une boutique. Quelque chose frappa Wright. Pas de caisse enregistreuse électronique. D'ailleurs, pas de traces d'appareil électrique d'aucune sorte. La femme s'approcha de la vitrine et regarda dehors. Wright comprit qu'elle craignait que certains de ses poursuivants ne soient dehors. Il s'approcha à son tour et observa. Il se trouvait dans un village au charme ancien. Les rues parurent désertes. Wright passa devant et sortit en premier, après avoir crocheté la serrure. La femme lui dit dans quelle direction aller. Ils évitèrent une place où s'illuminait ce que le militaire identifia comme un bar, et ils se dirigèrent vers une espèce de champ. La femme parut connaître le coin et le mena jusqu'à une falaise dans une grotte. Ils y entrèrent. La femme s'assit en s'autorisant à fermer les yeux et à soupirer. Le sergent Wright ne se relâcha pas, il resta à l'observer dans sa lunette. Elle regarda dans sa direction. Avec la pénombre, elle ne devait que deviner sa silhouette. Une étrange expression passa sur son visage une seconde, comme si elle venait de se souvenir de quelque chose. « Vous devriez vous asseoir. Dit-elle. Ils ne nous trouveront pas ici. » Je ne sais même pas qui sont ces « ils », dit Wright, tout comme j'ignore qui vous êtes et où nous sommes. Je m'appelle Ginevra Weasley. Mes amis m'appellent Ginny. Et nous sommes à Préolard. Chapitre 3. Rêve ou réalité.
Préolard? Qu'est-ce que c'est? C'est le nom de ce village. Répondit Ginny Weasley. C'est le seul village sorcier de Grande-Bretagne. Oh, oh, attendez une minute. Vous avez bien dit sorcier et Grande-Bretagne? Oui? Stephen Wright, qui était resté debout, finit par s'asseoir. Il était tombé chez les fous, quoi. Des sorciers au XXe siècle? Et puis aussi, la Grande-Bretagne. C'est vrai que ça ne ressemblait pas du tout au pays où il était censé garroyer. Mais quand même, la Grande-Bretagne se trouvait à plusieurs milliers de kilomètres de là. Et pourtant quelque chose lui disait qu'il pouvait faire confiance à cette jeune femme, pour être sincère. Sorcier, Grande-Bretagne, balbutiait-il. Ginny se pencha vers lui. Vous allez bien? Je ne sais plus vraiment. On m'a toujours dit que les sorciers n'existaient pas. Vous voulez dire que vous êtes un moldu? Un quoi? Fit Wright en se redressant. Un moldu. C'est comme ça qu'on appelle les gens sans pouvoir magique. Mais qu'est-ce qu'un moldu faisait à Poudlard? Pou de qui? Poudlard, c'est le nom du château dans lequel nous étions. C'est une école de sorcellerie. Enfin, maintenant, c'est plutôt une école de magie noire. Pléonasme. Pas du tout. La magie n'est pas forcément mauvaise. Mais depuis que celui dont on ne doit pas prononcer le nom a pris le pouvoir, il n'y a plus que la magie noire qui y est enseignée. Avant, c'était une belle école. Attendez. Déjà, il faudrait me prouver que la magie existe. Si seulement j'avais ma baguette, ce serait facile. Mais les mange-morts me l'ont prise il y a longtemps. Alors, vous allez tout m'expliquer, à commencer par qui c'était ces deux gus qui vous poursuivaient. Ils s'appellent Crabbe et Goyle. Deux brutes épaisses pas très malignes. Ils sont les bras droits d'un dénommé Drago Malfoy. Un vrai petit salopard qui est devenu le doyen des élèves de Poudlard. Ça fait 2 ans qu'il me retient, depuis que notre dernier espoir est mort. Ginny étouffa un sanglot. Stephen Wright posa son arme sur ses genoux en se mettant en tailleur. Expliquez-moi tout depuis le début, ordonna-t-il. Je vous arrêterai s'il y a des choses que je ne comprends pas. Ginny Weasley se mit à lui raconter qu'il y avait des années, un mage noir dont personne n'osait prononcer le nom avait fait régner la terreur sur le monde des sorciers. Ginny écrivit le nom sur le sol. Voldemort. Quand il le prononça, Wright vit Ginny frissonner de peur. Comment un nom pouvait-il faire aussi peur? Elle continua en disant qu'un jour, Voldemort s'en était pris à une famille, les Potter. Les deux parents, Lily et James, étaient morts, mais quand le mage noir voulut tuer le petit Harry, le maléfice lui fut renvoyé et il disparut. Harry Potter devint un véritable héros, mais durant ses années d'études à Poudlard, Voldemort parvint à revenir d'entre les morts. Et il y avait de cela 2 ans, il avait pris le pouvoir, mais tant qu'Harry Potter était vivant, il ne pouvait le prendre ouvertement. Il y eut une bataille à Poudlard. Harry s'enfonça dans les bois pour combattre Voldemort, et il n'en était jamais revenu. Au contraire, le Seigneur des Ténèbres en ressortit avec ses fidèles en annonçant sa victoire. Alors, tous cessèrent le combat. Sans Harry, résister leur semblait inutile. Stephen Wright avait écouté le récit sans trop y croire, et pourtant, il avait toujours cette étrange sensation que Ginny Weasley ne mentait pas. Et depuis cette bataille, que vous est-il arrivé? Je suis d'une famille qui a toujours combattu vous savez qui. Dans le monde d'aujourd'hui, il n'est plus très bon de dire qu'on est un Weasley. Ma famille se cache, pour ceux qui ont survécu du moins. Mais moi, ils m'ont retrouvé. J'étais avec des amis, et je prévoyais de mettre sur pied un groupe de résistance. Mais une de mes amies était sous Imperium. C'est un sortilège permettant de contrôler quelqu'un. Les mange-morts nous sont tombés dessus. Mes amis doivent tous être emprisonnés ou morts maintenant. Mais Drago Malfoy me voulait. Il m'a donc gardé, pour m'humilier. Pourquoi? Il était le pire ennemi d'Harry. Et Harry était votre petit ami, n'est-ce pas? Oui, Je comprends. Et maintenant que vous avez échappé à ces griffes, où allez-vous? je vais essayer de retrouver quelques-uns de mes amis qui n'ont pas été emprisonnés. Mes frères aussi. Vous savez où les trouver? Un de mes amis habite à Glasgow. Je crois que ce n'est pas très loin vers l'est. Glasgow.
Il saura sûrement où trouver les autres. J'espère surtout revoir mes frères. Et vos parents? Ils sont morts, tués par les mange-morts il y a un an. Stephen Wright resta silencieux. Il réfléchit. Il se retrouvait embarqué dans une histoire étrange. Était-ce un rêve? Ou était-ce la réalité? Comment s'était-il retrouvé ici, entouré de sorciers? Et vous? Demanda Ginny. Qu'allez-vous faire? J'aimerais déjà savoir comment je suis arrivé là, dit Wright. J'étais sur un champ de bataille à l'autre bout du monde et je me retrouve dans un château, école de sorciers, en Grande-Bretagne, en... En quelle année sommes-nous? En 1999, octobre. Au moins, je n'ai pas voyagé dans le temps. Je voudrais juste comprendre et savoir comment repartir. Moi, je ne comprends pas plus que vous, mais je connais quelqu'un qui saura peut-être. Qui? Une amie qui se double d'être ma belle-sœur. Elle est très intelligente. Elle saura sûrement. Si elle ne sait pas, je ne vois pas qui pourrait le savoir. Et on la trouve où? Je ne sais pas. Si nous retrouvons mon amie à Glasgow, il saura sûrement où les trouver, elle et mon frère. À quelle distance sommes-nous de Glasgow? Je ne sais pas. Poudlard et Préolard sont incartables. Ils ne peuvent pas être mis sur une carte. Je connais juste la direction générale. Steven se demanda s'il prenait la bonne décision. Il allait se retrouver dans un pays qu'il ne connaissait pas. Cela ne le dérangeait pas. Il en avait connu d'autres, mais pas avec des sorciers maléfiques aux trousses. Mais il n'avait pas le choix. Il devait savoir comment il était arrivé là et comment repartir là d'où il venait. Et puis... Je vais vous accompagner, annonça-t-il. Mais d'abord, il va falloir que je trouve un grand sac et des vêtements civils. Pour vous aussi. Pourquoi? À moins que nous soyons vraiment dans un autre monde, même en Écosse, les femmes ne se promènent plus avec ce genre de vêtements. Était-ce un rêve? Ou était-ce la réalité?